Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Jess, fondateur de le petit groupe Facebook, la famille crypto. Aujourd'hui, je suis là pour faire une petite vidéo pour vous expliquer le plus rapidement possible, en dedans d'environ 12 minutes, c'est quoi une blockchain, ça mange quoi en hiver, cette affaire-là, puis comment ça fonctionne. Donc, on va regarder aujourd'hui rapidement dans la vidéo à quoi ça sert une blockchain, quel problème ça cherche à régler. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que c'est un bloc, parce que blockchain comprend deux mots, bloc puis chain, on s'entend. Donc, qu'est-ce qu'un bloc, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça fait un bloc. On va regarder pourquoi ensuite on va appeler ça une blockchain. On va regarder comment tout ça fonctionne, le fonctionnement de la sécurité qui est alentour de tout ça. Puis, on va essayer de wrapper ça là-dessus pour que vous ayez au moins compris le minimum de la base de ce qui est une blockchain, son fonctionnement de base et générale. Bien entendu, il y a des blockchains qui vont fonctionner un peu différemment pour ce qui est de leur fonctionnement interne, mais on ne parlera pas de tout ça aujourd'hui. On va vraiment rester général pour que tout le monde soit capable de comprendre le mot blockchain. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit et membre de notre groupe Facebook, la famille crypto 1.0, je vous invite à vous y rendre rapidement, à aller faire votre petite demande d'invitation. Il y a juste une règle très simple, la première règle la plus simple, c'est que aucun droit de chiolage dans le groupe la famille crypto 1.0. Tout se dit, mais il y a tout le temps une façon de le dire sans chialer. Donc, sur ce, je vous invite dans ce magnifique petit groupe-là qui est fait pour qu'on s'entraide, éviter de se faire scammer, qui est surtout fait un peu, je vous dirais, pour les nouveaux. Fait que, that's it, that's all. On va passer au juteux de notre vidéo, la gang. Donc, à ce temps que je veux expliquer puis comprendre ce que c'est une blockchain, il faut déjà que je me pose une question bien importante. Qu'est-ce que ça règle? Ou plutôt, qu'est-ce que ça désire régler comme problème? Une blockchain. Donc, ça désire régler un problème de véracité de l'information. Donc là, vous allez dire, il s'en va avec ça. Mais comment vous faites pour vérifier que ce billet de banque-là, il est véritable? Il y a un numéro de série dans le bas. Comment vous faites pour vérifier que ce permis de conduire-là ici, je ne vais pas montrer toutes les informations, mais comment vous faites vérifier, ou la police fait vérifier qu'il est véritable, puis que j'ai vraiment accès à un permis de conduire. Donc, ben, pour ce faire, on garde des informations dans des banques de données. Okay? Puis ces banques de données-là, ils vont être conservées par des autorités qui sont jugées comme compétentes et autorisées à détenir ces informations-là. On va parler de la SAAQ. Dans le cas des billets de banque, on va parler des banques. C'est eux qui vont vérifier que dans leur banque de données, ce billet de banque-là existe bien sous cette forme-là, avec tous les critères qui pourraient avoir le billet de banque. Okay? Donc, quand vous voulez vérifier ça, vous allez aller voir ces autorités-là. Okay? Mais quel problème que ça procure? Ça procure un problème de centralisation des informations. Ce qui veut dire que si demain matin, les banques qui décident que tous les billets imprimés depuis 10 ans ne sont plus valides, eh bien, vous auriez beau aller à la banque avec ça, ils vont vous dire que c'est de la fausse argent, puis que ça vaut rien. Donc, si vous aviez rempli votre Mac-là avec vos billets, eh bien, c'est sûr que vos billets valent plus un sou. OK? Donc, c'est un peu peut-être un des légers problèmes que pourrait amener la centralisation, mais l'idée en arrière de tout ça, c'est que les personnes, la poignée de personnes qui contrôlent qui sont ces autorités-là, ont un puissant contrôle sur les droits, probablement, et libertés des gens qui les entourent. Okay? Puis, une blockchain, ça veut à régler ça pour éviter que peut-être les excès de pouvoir mènent à de la corruption. Okay? Puis, je ne veux pas aller trop loin sur le sujet, mais on sait que c'est déjà arrivé par le passé. Donc, good. On veut décentraliser l'information pour éviter la corruption. Hein? Pratique pour le monde du futur. Mais bon, comment une blockchain va faire? Pour commencer, on va regarder ce que c'est un bloc. Un bloc, hein? Alors, regardez, belle petite image. Un bloc, on va y aller comme ça pour le représenter, parce qu'un bloc va avoir des choses quand même super importantes qui vont permettre justement d'offrir cette décentralisation-là, puis de la vérification et la sécurité de l'information. Donc ça ici, c'est l'image d'un bloc qu'il faudrait que vous ayez en tête, qui devrait vous permettre de bien comprendre tout ça. Okay? Mais maintenant, qu'est-ce qu'une blockchain? Bien, ça va être une série de blocs qui vont être consécutifs, puis qui vont être attachés entre eux, sans pouvoir être détachés d'aucune façon. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme une chaîne. Entre chaque maillon, il y a un bloc avec des informations là-dedans. Okay? Fait que pour en revenir à notre bloc, finalement, notre bloc, lui, va contenir trois choses très, très importantes, la gang. Il va contenir, premièrement, le hash,
du bloc précédent. Le hash, la gang, c'est l'équivalent du code ADN. Okay? Donc, c'est l'ADN du cube qui venait juste avant dans la chaîne. Donc, ça, c'est très important parce que qu'est-ce qui arrive quand on change quelque chose dans le corps? Ben, l'ADN va changer en conséquence. Ça va être la même chose. Si on change ce qui se passe dans un bloc, l'ADN va changer. Donc, si un jour quelqu'un vient qu'à pirater le bloc précédent et à changer l'information du bloc précédent, eh bien, le code du bloc précédent va changer et il ne sera plus le même que celui de mon bloc à moi. Ce qui veut dire que mon bloc à moi, il va me dire moi, c'est pas le code que j'ai pour. C'est pas l'ADN que j'ai pour le code pour le bloc précédent. Donc, le bloc précédent a probablement un problème. OK? Donc, ensuite, deuxième chose très importante que un bloc va contenir, il va contenir son propre code ADN à lui. Comme je viens d'expliquer, si peu importe ce qui se passe dans le bloc ici est changé, cette information-là ici, le code ADN du bloc actuel, va changer également. Ce qui fait que sur le bloc précédent, si un jour il y a une vérification de la chaîne de blocs qui est faite, on va voir que si celui-là aurait été piraté dans le cas présent, on va voir que mon code ADN ne sera pas le même que celui il sera pas le même que sur le précédent. Il ne sera pas le même que sur le bloc suivant. Okay? Donc, c'est important. Ça permet quand même de s'assurer que tout est en règle, tout est correct et toute l'information est quand même cryptée et fiable. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme troisième chose de très importante dans le bloc? Bien entendu, il y a des informations cryptées. Donc, en plus que il y a des codes ADN pour chaque bloc, puis que les blocs, le code ADN du bloc précédent est inséré dans chaque bloc, il y a des informations qui sont cryptées dans ce bloc. Okay. Donc, ces informations-là, il faut des clés pour les décrypter, puis chaque clé va être déterminée par la création du bloc, puis le fonctionnement du système de la blockchain. Okay? Donc, plusieurs blockchains existent dans le monde, puis il y a plusieurs systèmes et codes de fait pour les blockchains qui diffèrent, mais on ne rentre pas dans les détails de tout ça aujourd'hui. Donc, une fois que tout ça a été dit, qu'est-ce qui rend une blockchain fonctionnelle, puis on va prêcher par l'exemple, comment ça fonctionne. Okay? Donc, on se rappelle de ma petite chaîne de blocs, on le répète un peu différemment ici. On va dire que ça ici, vous voyez, les trois blocs qu'on a là, ce sont nos trois blocs précédents, ça c'est le bloc actuel, ce qui veut dire que là, en ce moment, je trouve avoir deux compagnons qui se retrouvent à avoir une transaction. Il y en a un qui a vendu un objet à l'autre, mais il y en a un qui habite outre-mer, puis l'autre habite, exemple, ici au Canada, l'autre en Europe. Puis, ils ne veulent pas passer par les banques. La raison est assez simple. Les deux ne veulent pas avoir les frais de crédit ou passer par le système SWIFT, puis que les transferts internationaux soient longs pour le transfert d'argent d'un type de banque à une autre, de l'euro au canadien. Puis, vous comprenez, ils veulent éviter tout ça. Ils passent par la blockchain Bitcoin. Donc, les deux ont des bitcoins, ils s'échangent des bitcoins, puis il y en a un qui va envoyer l'objet à l'autre. Donc, ils vont utiliser la blockchain, puis ils vont utiliser celle-ci pour vérifier que un et l'autre ont bien reçu leur valeur respective selon la transaction. Okay? Ça va être la même chose pour votre banque au bout de la ligne. Si, exemple, je vais envoyer de l'argent à ma soeur parce qu'elle m'a vendu quoi que ce soit, eh bien, dans notre cas présent, on va utiliser probablement la banque pour un transfert bancaire ou peut-être même Interac. Donc, vous allez me dire, OK, mais c'est pas pareil, il y en a un qui c'est de l'argent. Au bout de la ligne, c'est la même chose. Parce que dans votre compte de banque, là, quand vous allez aller sur votre téléphone ou sur n'importe quoi, c'est pas vraiment de l'argent, c'est de l'information. C'est l'information sur une page qui vous dit qu'en théorie, vous avez une valeur X. Ça va être la même chose sur le Bitcoin. Un Bitcoin équivalent à une valeur X, comme votre dollar canadien qui vaut une valeur X. Eh bien, l'information de transition de tout cet argent-là, puis la véracité du Bitcoin qui va se promener, ben, elle va être sur la blockchain. Dans votre cas, si ça serait la banque, ben, ce qui remplace la blockchain puis qui vérifie cette information-là, c'est l'autorité bancaire. C'est aussi pourquoi si demain matin, le dollar canadien ou ces billets-là sont révoqués et qu'ils ne valent plus rien, bien, si votre Mac-là était plein de 10 $, comme celui-ci, puis que la banque décide qu'il ne valent plus rien, bien, vous avez perdu tout votre argent. Donc, ensuite, une fois que nos deux amis ont décidé que leur transaction était viable, qu'ils ont complété leur transaction, que tout ça a été envoyé et dans le bloc est là, puis le bloc a été créé. Il y en a aussi qui vont vous dire que le bloc a été minté, ou a été minté ou mint, ce qui veut dire créé au bout de la ligne.
Et là, il y a une étape de vérification de plus. Tantôt, on parlait des hashes. Vous vous rappelez, chaque bloc a le code génétique du bloc précédent, puis il y a son code génétique à lui, ce qui permet de s'assurer que chaque bloc n'a pas été piraté. Parce que si un bloc a été piraté, le bloc suivant va nous le dire. Parce que les codes ADN ne seront pas comme. Mais, en plus, qui fait la vérification de tout ça? Le système le fait un peu lui-même, mais il y a aussi des gens qui vont faire la vérification pour s'assurer que le système, lui, soit pas un peu truqué. Donc, il va y avoir des gens qui vont participer à la vérification du système. Donc là, à chaque fois qu'un bloc va être créé, ces gens-là vont recevoir une copie complète de la blockchain. Vous allez me dire, oh, ils ont-tu accès à nos informations? Non, non, non. Je n'ai pas dit qu'il y avait accès à nos informations. Rappelez-vous, les informations sont cryptées dans chaque bloc. Ce qu'ils ont accès, c'est au hash de chaque bloc. Ce qui veut dire que le hash de chaque bloc va leur permettre de vérifier que tous les blocs s'enchaînent bien un après l'autre. Donc, chaque personne, il peut y avoir des milliers et des milliers de personnes dans la blockchain qui vérifient chaque bloc. Eh bien, eux, ils vont être sélectionnés au hasard par le système de façon aléatoire pour vérifier à chaque fois qu'un bloc est créé si tout est correct, si tous les codes ADN concordent dans toute la blockchain. Puis, pour chaque bloc créé, par exemple, il va y avoir sur un réseau de 10 000 personnes, peut-être 100 personnes qui vont être vérificatrices au hasard de chaque fois qu'un bloc est créé. Ce qui fait que sur le petit groupe qu'on a là, on va peut-être en avoir 5 qui vont être choisis pour vérifier la blockchain. Eux, le pourquoi ils vont faire ça, puis c'est qui eux? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est ce qui permet à la blockchain d'avoir une décentralisation, c'est que ce ne seront pas des gens qui contrôlent le système qui vont permettre la vérification des informations du système, mais plutôt les gens qui vont participer à la blockchain, qui vont permettre de vérifier l'information sur celle. Ce qui veut aussi dire que si un jour, quelqu'un viendrait essayer de pirater le bloc précédent qu'il y a ici, eh bien, quand les gens vont vérifier les codes ADN, le code ADN du bloc va changer, puis il ne sera pas identique au code ADN qui a été marqué sur le prochain bloc. Ce qui veut dire que ces gens-là vont pouvoir dire « Ah, ce bloc-là, ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. On va envoyer l'erreur à la blockchain, puis on va refuser les transactions ou refuser la modification ou la tentative de modification de l'information qui pourrait être dans ce bloc-là, ici. » Parce que peut-être qu'une personne vérificatrice ici va peut-être essayer un jour de tricher quelque chose, ou personne qui contrôle le système, eh bien, c'est comme s'il y avait 1000 personnes qui les surveillaient en même temps quand ils vont tenter de le faire. Donc, pas très évident. Donc, c'est ça qui permet, au bout de la ligne, de décentraliser le pouvoir qui est donné à des autorités pour ce qui est de la véracité de l'information. Un système comme ça permet, avec la participation de gens de partout dans le monde. Donc, c'est pas aux milliers de banquiers qui contrôlent toutes les banques du monde de décider si ce billet-là va valoir de l'argent. Ça ne sera pas comprenez-vous, à vos assurances de déterminer si votre auto mériterait de valoir plus puis de vous donner plus en redevance. Donc, au bout de la ligne, ça permet vraiment de régler le problème de la centralisation qui donne du pouvoir à beaucoup de personnes qui, je vais le dire comme ça, de nos jours, s'enrichissent souvent sur votre dos, malgré que ça ne serait pas nécessaire à leur vie. Je pense pas que quelqu'un ait besoin d'un bateau avec un garage dans lequel il peut rentrer son autre bateau. Je pense pas que ça soit une nécessité. Je pense que c'est de l'exagération. Puis c'est un peu ce genre de problème-là qui est visé à être réglé avec les blockchains. Dans le sens que, comme je vous disais, ça va enlever le pouvoir à une poignée de gens et permettre de redistribuer le pouvoir à la totalité, je vous dirais, de la population, du système, puis des gens. Fait que c'était mon vidéo sur les blockchains. Qu'est-ce que c'est une blockchain? Si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à le partager. C'est le but des vidéos, c'est de rendre les gens les plus instruits possible. Bien entendu, portez-moi pas rigueur. Il y a peut-être des informations qui ne seront pas tout à fait justes dans cette vidéo-là. J'ai essayé d'être le plus généraliste
possible. Puis, j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible. J'ai déjà beaucoup de temps de passer. Inscrivez-vous, la famille Crypto 1.0, la gang, c'est ma petite famille. J'aime ça pour ça. On est là pour s'entraider. On est là pour avoir du fun. Puis, je vais avoir pas mal d'autres vidéos qui s'en viennent là-dessus. Je vais vous parler de NFT. Je suis un NFT lover. So, stay tuned, inscrivez-vous. Puis, allez voir ça, famille Crypto 1.0 sur Facebook. Peace.